tous. Nous allons essayer d'aborder dans cette présentation les 5 points. Un rapide retour sur comment on va réaliser les aspects normatifs pour les prendre en compte. Une présentation très rapide et succincte de comment, à partir de cette spécification, on obtient aujourd'hui les systèmes d'information et comment on s'en protège. Ensuite, on verra l'apport du FPGA, c'est-à-dire comment, avec une structure matérielle, on peut mettre un verrou à l'entrée des systèmes. Et on verra, effectivement, comment on fait ces systèmes pour terminer par une rapide conclusion. Donc, l'aspect normatif, c'est finalement un très long processus qu'il est nécessaire de combiner les compétences scientifiques, donc les chercheurs, les savoir-faire des providers et aussi, bien évidemment, les attentes des utilisateurs. C'est aussi un volume gigantesque d'exigences, de prérequis à analyser, à appréhender et à formaliser en fonction des besoins. Cela pour aboutir à un référentiel normatif cohérent, décrivant la fonctionnalité à mettre en œuvre pour chaque protocole dans un monde parfait. Ce qu'il faut savoir, c'est que les hackers réanalysent ces protocoles afin de trouver toutes les failles qui peuvent exister, bien évidemment au niveau fonctionnel, mais aussi et surtout au niveau dysfonctionnel de ces systèmes. Donc, la mise en œuvre de ces protocoles dans les systèmes ouverts doit permettre, à partir de ces référentiels, de mettre en œuvre un système de communication. Donc, un système de communication, c'est un operating system, c'est bien évidemment un enchevêtrement de piles protocolaires et bien évidemment vos applications qui viennent se chapeauter l'ensemble. Donc dans cette présentation, nous allons balayer les étapes pour essayer d'aboutir à un système opérationnel le plus pertinent possible. Donc on va analyser le référentiel fait par chaque provider, le codage du protocole et son insertion dans les stacks protocolaires pour arriver à la mise en place de la stack par les industriels pour aboutir à un système fonctionnel. Donc cette première phase va permettre aux experts du provider de décliner à partir des spécifications générales du référentiel, en fait, des spécifications de ce que l'on va appeler la logique programmable pour chacun des protocoles. À partir de là, ces protocoles, on va les coder. Plusieurs contraintes sont prises en compte à ce niveau. La première contrainte, c'est l'extraction de ces protocoles parmi le volume gigantesque du référentiel. C'est tout pour l'avoir fait, sauf une partie de plaisir, je vous rassure. Cette adaptation tient compte des besoins spécifiques, bien évidemment, liés à la gamme des produits des providers et correspond à une interprétation par des experts de ce référentiel. Donc à partir de là, on va décliner ce qu'on appelle les logiques programmables. Et chaque logique programmable, finalement, va avoir un comportement qui lui est propre, qui est bien souvent décrit par des structures de machines à état fini, sa fonction de transfert proprement dit, et bien évidemment, comme les protocoles sont interconnectés, eh bien, les liens avec les autres protocoles. À partir de ça, on obtient effectivement un ensemble de spécifications qu'il va falloir coder. Donc, le codage, il va falloir le prendre en compte en fonction des operating systems. Donc, vous allez avoir des piles de protocoles dépendant des types d'operating systems que vous allez mettre en œuvre. Et bien évidemment, associé à cela, vous avez des règles de codage qui sont différentes entre les différents types d'operating systems. Et là, on va obtenir finalement pour chaque module de logique programmable un code qu'il va falloir ensuite instancier dans les piles protocolaires et interconnecter avec les autres protocoles. Avec ça, on obtient donc une pile protocolaire qui est fonctionnellement doit répondre à l'ensemble des problèmes et des définitions des différents protocoles. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien, il faut faire la mise en œuvre de ce stack avec l'ensemble des éléments dans le système. Et à partir de là, va commencer à se poser des vraies questions système. Comment garantir la relativité des priorités entre les différents éléments? Comment se font les appels? On va avoir des notions de synchronisme et d'asynchronisme à prendre en compte. Il va falloir faire la répartition des charges quand vous avez des processeurs de type multicœur entre les différents cœurs.
Donc vous allez mettre en place un hyperviseur. Et puis, on est sur des traitements qui sont des traitements de processeurs. Donc c'est du logiciel, donc c'est du sériel. Donc on va avoir des problèmes de temps de traitement qui vont se poser. Temps de traitement qui sont bien souvent très supérieurs au volume, au flux de données rentrants. Et donc, à partir de là, on a bien évidemment un ensemble de combinaisons possibles qui est quasiment indéfinissable. Donc on a véritablement une explosion combinatoire. Alors, on va se poser une question. Quel est le niveau de confiance que l'on peut obtenir avec un tel système? Alors aujourd'hui, on a quelques réponses qui sont celles que vous mettez en œuvre tous les jours. Mais il y en a aussi des industriels, comme par exemple Wind River, qui répondent de façon tout à fait négative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir de confiance et on ne peut pas faire de démonstration comme quoi on va garantir quoi que ce soit. Eux, ils se limitent. Donc, quand ils veulent apporter des réponses pertinentes à leurs clients, ils se limitent simplement à une couche de protocole UDP et quelques éléments de piles protocolaires complémentaires. Donc, véritablement, on est devant un problème. Un problème où les hackers en profitent largement parce qu'ils ont accès aux sources, ils ont accès aux machines et ils peuvent s'amuser autant qu'ils veulent pour trouver les failles. La seule chose qu'ils n'ont pas forcément, c'est vos applications. Mais ils peuvent avoir véritablement des éléments d'attaque très très importants. Alors, quelle différence entre un CPU et un FPGA? Puisqu'en fait, quand vous avez du logiciel, ça tourne sur un processeur, avec bien évidemment tout ce qui va autour, la mémoire, etc. etc. Donc aujourd'hui, si on essaye de mettre en place un FPGA, et on a beaucoup de chance, parce que les FPGA de nouvelle génération nous offrent des opportunités tout à fait magnifiques de par leur taille. On peut avoir jusqu'à plusieurs millions de cellules que l'on va pouvoir configurer pour pouvoir réaliser, et je mets des guillemets, un processeur de communication. Un processeur de communication dédié répondant à vos problèmes. Donc à partir de là, on voit qu'on a déjà dans beaucoup d'autres domaines des réponses avec ces FPGA qui sont mises en œuvre. C'est le cas de l'automobile, c'est le cas du ferroviaire, mais c'est aussi le cas de l'avionique qui va nous permettre d'apporter des vraies réponses du fait que ce FPGA, on va l'insérer entre le réseau et le processeur pour en fait en faire un verrou. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un FPGA? Déjà, parce que beaucoup d'entre vous ne savent peut-être pas ce que c'est. Donc je m'excuse pour ceux qui connaissent. Donc, en tant qu'enseignant, j'ai l'habitude de dire que matériel et logiciel sont strictement équivalents. C'est-à-dire qu'on peut réaliser exactement les mêmes fonctionnalités en hard et en soft. Sauf qu'en soft, c'est du logiciel sériel, alors qu'en hard, en fait, on va décrire des architectures et en fait, on va construire en fait des fonctions à partir de numérique élémentaire. À partir de là, bien évidemment, par le passé, je complétais cette définition par on va faire les choses un peu plus complexes en soft et on va garder les aspects matériels pour des solutions qui ont besoin d'être un peu plus simples et plus rapides. Mais l'avènement des nouveaux FPGA aujourd'hui a complètement rebattu les cartes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dispose de puissances de calcul embarquables dans ces processeurs qui permettent de faire à peu près tout ce que l'on veut. Alors, après, ces FPGA, il faut bien voir que ce sont des composants qui sont, dès lors de leur fabrication, configurables. Configurables par vous en fonction de ce qu'on veut faire. Et vous allez nous dire, mais quel est le niveau de confiance que l'on peut mettre en œuvre au niveau de ces FPGA? Alors très simplement, ces FPGA, pour pouvoir les configurer, eh bien, il faut gérer en fait une clé 256 bits de type AES bien connu, pour pouvoir y avoir accès et le configurer. Donc on a déjà un parfait niveau de sécurité au niveau de l'accès à ce FPGA. Et on verra que dans les solutions mises en œuvre, en fait, eh bien, on rajoute encore des niveaux complémentaires pour offrir une véritable barrière très importante. Donc, comme tout à l'heure, à partir de là, on va regarder quels sont les apports
FPGA par rapport au processeur. Donc dans ce contexte de haute performance à 100 gigabits par exemple, en mode full duplex, il est important de voir que les processeurs actuels, globalement, ne disposent pas de la bande passante suffisante pour traiter 100% de cette bande passante. En valeur moyenne, on est à peu près à 10%, 10-15% de cette bande passante. Donc on a en fait un point de congestion, et ce point de congestion, c'est le processeur. Pour éviter ce problème de congestion, une des solutions possibles revient à, finalement, répartir les flux sur un ensemble de processeurs pour pouvoir, effectivement, augmenter le niveau. Mais quand vous faites ça, vous augmentez aussi votre surface d'attaque. Une autre solution, c'est effectivement de recourir à des FPGA qui vont permettre d'augmenter les performances et de réduire surtout le nombre d'unités de calcul, puisque par définition, on va pouvoir traiter les 100 gigas directement au niveau de ce FPGA. Alors, quelle est la vulnérabilité intrinsèque des solutions logicielles? Donc, petit rappel, si on prend un noyau Linux, c'est 28 millions de lignes de code. C'est 70 mégaoctets de code. Dans les systèmes embarqués, on assimile cette vulnérabilité, en fait, parce que c'est un ensemble vulnérable, à de la sûreté de fonctionnement. Et donc, à partir de là, qu'est-ce que l'on entend par sûreté de fonctionnement? C'est la probabilité d'erreur par million d'heures de fonctionnement. Donc, pour obtenir des niveaux très élevés, et vous l'utilisez en fait à chaque fois que vous montez dans un avion, dans les commandes de vol, etc., on a besoin de garantir un niveau de sécurité, donc un niveau d'erreur, qui est inférieur à une erreur par milliard d'heures de fonctionnement. Est-ce qu'aujourd'hui, avec des solutions Linux, on est capable d'arriver à ce niveau-là? Je vous rassure, non. Donc, comment peut-on faire? Il va falloir essayer de trouver des solutions. Juste quand même pour une petite information complémentaire, si je fais aujourd'hui avec des versions Linux un peu plus sophistiquées qu'on peut trouver chez certains distributeurs, on peut monter ce niveau de sûreté de fonctionnement. Et globalement, des démonstrations ont été faites dans le monde de l'embarqué où on arrive à moins d'une erreur par dizaines de milliers d'heures de fonctionnement, c'est-à-dire 10-4. Ce qui revient pour un firewall à avoir une probabilité d'erreur liée à un événement qui est une erreur tous les 13 mois. Alors, ça permet de voir venir, mais ce n'est pas suffisant parce qu'effectivement, si ça, c'est sur les aspects fonctionnels, avec tous les aspects dysfonctionnels qui peuvent exister, eh bien, on va faire tomber de façon très importante ces éléments-là. Alors, le FPGA, c'est le nombre d'états de fonctionnement que l'on peut intégrer, finalement, en termes de machine à état global pour faire ce fameux processeur de communication. Donc, à partir de là, on va avoir finalement d'un côté une solution logicielle qui va offrir une grande évolutivité par rapport à une solution matérielle qui, grâce au nouveau type de FPGA, offre le même niveau d'évolutivité, mais qui va restreindre le nombre d'états à gérer. Et donc, de ce fait, moins on a d'états, plus ça va être facile de le tester. Donc, à partir de là, on va pouvoir dire qu'une solution logicielle, tout est possible. Une solution matérielle va finalement ne réaliser que ce qui est prévu. Et seulement ce qui est prévu. Donc, en termes de testabilité, on va pouvoir tester de façon quasi systématique un fonctionnement sur du matériel, alors que du fait de l'explosion combinatoire sur les logiciels, on ne pourra absolument pas avoir une vulnérabilité démontrée. Donc en fait, en regardant les deux schémas, on voit très bien que ce verrou est fondamental dans la structure, puisque c'est lui qui va prendre les attaques en direct, et comme il a des temps de réponse qui sont largement supérieurs au réseau, on va pouvoir, à partir de là, traiter les erreurs à ce niveau. Donc, bien évidemment, il faut bien savoir que le risque zéro n'existe pas. Donc, bien évidemment, là aussi, il faudra qu'on fasse toutes les démonstrations sur cette solution matérielle au regard des solutions logicielles. Mais,
on va avoir, par construction, beaucoup plus de facilité à démontrer le niveau de sécurité. Alors, à partir de là, si on veut utiliser un FPGA, comment prenons-nous ce problème en compte dans la chaîne de mise en œuvre, bien évidemment. Donc, en fait, on va, à partir du référentiel, finalement, faire exactement comme on faisait avec le logiciel, c'est-à-dire qu'on va isoler les protocoles dont on a besoin, et une fois qu'on les a isolés, eh bien, on va les prendre en compte. Mais on ne va pas les prendre en compte sous forme de spécification logicielle, on va les prendre en compte sous forme d'architecture matérielle à mettre en place pour traiter ce protocole. Donc ça veut dire que, à partir de là, on va aussi, dès le démarrage, intégrer la structure du FPGA, c'est-à-dire fonctionnant en dataflow, pour pouvoir garantir un système cohérent. Alors, là aussi, bien évidemment, les experts qui vont faire cette transformation, spécification en architecture, comme pour le logiciel, on va interpréter et on va prendre en compte ces éléments-là. Néanmoins, on va arriver sur quelque chose qui sera beaucoup plus simple à tester et qui surtout va s'insérer dans une structure de machine pipinée, c'est-à-dire dans une structure de processeur de communication. Et donc, on va pouvoir faire des tests systématiques sur chacune des fonctions. Et comme ces fonctions sont traitées dans une architecture pipinée, il n'y a pas de lien avec les autres fonctions adjacentes. Donc, on va se faciliter la vie en termes d'intégration et de validation. Donc, à partir de là, en fait, ces modules de logique programmable, on va les décliner sous 4 axes. D'abord, bien évidemment, l'axe de description matérielle. Toutes les machines à état fini qui vont permettre de contrôler la fonction de transfert. Mais en parallèle de ça, on va avoir 2 choses qui se mettent en place. C'est toute la chaîne en fait, d'initialisation et de paramétrage et de configuration qui est donnée au module, puisqu'on fonctionne sous une forme pipinée, donc sous une forme de processeur de communication. Et derrière cela, on va avoir une couche de monitoring complet qui va venir se rajouter dans le processeur. Un FPGA, justement, c'est quoi? C'est une structure qui est entièrement paramétrable. Donc, on peut avoir une couche parallèle qui va s'exécuter de façon complètement concomitante et qui va venir détecter toute erreur de fonctionnement ou toute attaque qui n'est pas, ou tout fonctionnement qui n'est pas prévu. Donc, bien évidemment, des attaques de type DDoS, par exemple. Et on va pouvoir y apporter des réponses immédiates. Donc ça, c'est finalement lié grâce à ce fameux FPGA qui va nous permettre d'avoir des traitements qui sont des traitements parallèles, concomitants, avec des temps de réponse qui se chiffrent en nanosecondes. Je prends un simple exemple à ce niveau-là et on le reprendra peut-être un peu plus tard. Pour gérer une clé AES, aujourd'hui 256 bits, avec du matériel, ça nous prend 32 nanosecondes de latence et après 2 nanosecondes pour 64 octets. Ça veut bien dire qu'on est capable, à 100 gigas, de traiter sans aucun problème une clé en mode flux et sans avoir d'impact sur quoi que ce soit. Donc, ce sont des fonctionnements qui sont très intéressants et qui vont nous permettre de libérer les couches protocolaires du bas, c'est-à-dire toutes les couches liées à réseau, liaison, transport. Sans compter qu'en faisant cela, on va supprimer toute la problématique liée au protocole de bas niveau, on va supprimer toutes les problématiques liées à la gestion des piles, et surtout, on ne va pas avoir d'interruption à prendre en compte pour les aspects de DDoS. Donc, première conclusion, le fait d'insérer une structure matérielle dans le système, c'est finalement mettre un verrou entre le réseau et le processeur. Ça permet de diminuer de façon très importante la surface d'attaque. Ça simplifie tous les traitements au niveau du logiciel. On peut mettre en œuvre un filtrage actif où seules les données privées vont transférer dans le sens réseau vers CPU et CPU vers réseau. Et ça va diminuer
de façon aussi très importante la puissance de calcul dont vous allez avoir besoin au niveau de votre processeur. Et à partir de là, eh bien, vous allez augmenter de façon très importante le débit utile que vous serez capable de traiter. Par opposition, avec une solution logicielle, la solution matérielle, c'est un parallélisme et une architecture pipelinée pour des performances optimales. C'est aussi une ségrégation native de toutes les données entre public et privé. C'est une détection d'anomalies avec génération d'alarmes. C'est aussi la gestion native des protocoles temps réel de type I3E 802.1Q, qu'on a beaucoup de mal à traiter, voire pas la capacité de traiter avec des solutions logicielles. Et tout ça, ça se fait par du matériel et pas du logiciel. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'affirmations et d'idées reçues aujourd'hui, et qui, en gros, nous disent, eh bien, le champ d'attaque évolue de façon importante grâce à l'IA. C'est vrai que l'IA, eh bien, donne aux cyberattaques, donne aux hackers des éléments complémentaires. Néanmoins, il faut le fait de diminuer la surface d'attaque, et de mettre un verrou matériel entre le point d'attaque, le réseau et l'ensemble operating system, stack de communication et application, apporte véritablement une réponse pertinente, puisque eh bien, on va avoir toutes les détections qui vont se mettre en place. Donc toute attaque qui va arriver sera immédiatement détectée. Et quand je dis immédiatement détectée, ce n'est pas en secondes que ça se chiffre, ça va être en nanosecondes, puisqu'on le détecte au niveau interne, matériel. Après, évidemment, il faut le temps de remonter. Mais on va pouvoir prendre des décisions. Par exemple, une attaque DDoS va nous permettre de supprimer carrément tous les éléments. Les attaques par canaux cachés, donc là aussi, eh bien, sont prises en compte bien évidemment, parce que de toute façon aujourd'hui, les attaques par canaux cachés, quand vous avez un processeur, vous avez du matériel, donc les attaques seront les mêmes. Et les résultats, bien évidemment, iront quand même du côté purement matériel par rapport au côté logiciel. Je finis rapidement par... sur le fait que le matériel, c'est une cible facile à attaquer. Alors, j'avais prévu des réponses, je dirais, pour chacune des éléments, chacune des questions et des affirmations qui sont fournies, et en particulier, comment ces problèmes sont résolus par le matériel. Et en fait, on a aujourd'hui des performances et des niveaux de sûreté de fonctionnement et de sécurité au sens sécurité cyber qui sont bien supérieurs au niveau matériel qu'au niveau logiciel. Et je pense que j'ai dû dépasser le temps. C'est parfait. Il nous reste 4 minutes. Alors, si vous voulez prendre en photo, allez-y. Il nous reste donc 4 minutes pour la session de questions-réponses avec Christian Garnier. Je vous invite à poser la première. C'est toujours la plus difficile, la première. Bonjour, merci pour cette présentation. Alors j'ai une question au niveau des tests. Est-ce que par cette approche-là, on peut démontrer formellement que la logique qu'on a injectée et mathématiquement répond aux spécifications ou pas? Alors, si vous pensez preuve formelle, la réponse est non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la preuve formelle est peu utilisée, voire pas du tout utilisée sur les architectures parallèles. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, étant donné qu'on a des architectures qui sont mises en œuvre et qui sont parfaitement ségrégées fonction par fonction, ça nous permet d'avoir une testabilité complète de chacune des fonctions. Donc on ne le fait pas au niveau preuve formelle, mais on va le faire fonction par fonction. Et comme on travaille dans une structure pipelinée, alors on va le faire à chaque niveau du pipeline, mais on aura une couverture. Enfin, oui, tout à fait, une couverture transverse. Mais si vous êtes fanat de preuve formelle, on peut voir peut-être comment transformer ça pour pouvoir faire du matériel.